Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le rendez-vous du web politique. La Politique c'est net a désormais un mot-clé officiel. Vous pouvez donc commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, clips satiriques, parodies, photomontages et culture du LOL. L'humour sur le web à l'heure de la présidentielle, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur les ultra challengers. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. On connaissait les experts à l'américaine. Désormais, il y a les experts Made in Sarkozy. En ligne, la France Forte propose chaque jour l'éclairage de ses lieutenants, députés ou sénateurs, sur une proposition du candidat. Jean-François Lamour sur l'emploi des jeunes. Les socialistes nous refont le coup des emplois jeunes. Valérie Rousseau-Debord sur les retraites. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons assuré cette réforme. Des vidéos courtes, assez simples, pour être reprises sur les réseaux sociaux. Il parle d'une web-série, on dirait plutôt des mini-interviews, pas très bien ficelées, filmées au coin de la rue. Rien à voir avec les web-séries du troisième homme Mélenchon, rien à voir non plus avec la toute dernière plateforme de mobilisation high-tech du candidat Sarkozy, NS Connect. Sur la toile, c'est la course aux hymnes de campagne. Mais cette fois, c'est la parodie qui prime. Deux musiciens de Douai dans le Nord font de la chanson de campagne non officielle leur style musical. Dans leur collimateur, tous les présidentiables. Un pogo avec le punk Bayrou. Une balade pleine d'émotions pour Mélenchon. Et surtout, un tube en mode bisounours à la gloire du candidat anticapitaliste. Des bisous pour Poutou. Moi aussi je veux des poutous. Des poutous partout dans le cou. En matière de musique de campagne, le spécialiste, c'est bien François Bayrou. Et au Modem, on a un petit faible pour la Marseillaise. Un militant tente de revisiter le chant. Disparu du texte l'étendard ensanglanté, ou encore plus de féroces soldats. En quelques heures, la vidéo fait la une du site de campagne. Marchons, main dans la main, ensemble, nous le pouvons. Mais attention, pour François Bayrou, féru d'histoire et républicain, on ne plaisante pas avec l'hymne national. Pas de place pour une version adoucie, le clip est très vite supprimé. Pour l'équipe Bayrou, il n'y a bien qu'une seule et vraie Marseillaise. Nos invités nous ont rejoints sur ce plateau. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant au sein de l'agence CARE et vous tenez avec le journaliste David Medioni le blog Yes They Can sur l'express.fr, consacré à la communication politique. Bienvenue. Merci. Vincent Glade, vous êtes journaliste à slate.fr et vous êtes chroniqueur au Grand Journal et observateur gourmand, je dirais, du LOL, de l'humour sur Internet. Enfin, Cyril Delastérie, alias 2020. Alors vous êtes blogueur de la première heure, producteur, auteur, comédien. J'ai envie de dire touche à tout de la toile. Une réaction à ce Weborama et notamment si François Bayrou a un côté punk, hein, on l'a vu, il ne faut pas rire et surtout changer la Marseillaise. Vous en pensez quoi? Cette version-là de la Marseillaise était pourtant assez drôle. Moi, j'ai été ému. Nous-mêmes, nous étions en train de chanter. Non, je crois qu'il ne peut pas toucher à la Marseillaise. François Bayrou, il n'est pas punk. Pas encore. Bientôt, je crois, mais là, c'est limite. Vincent Glade, sur la chanson ou alors sur aussi cette mode des web-séries qui n'en sont pas vraiment au sein des partis politiques. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la web-série de Nicolas Sarkozy qui est titrée Les Experts. On n'en parlerait jamais s'il n'y avait pas écrit Les Experts, parce que c'est juste des séries d'interviews
sur un fond noir ou dans la rue, ce qui est le truc qu'il faut surtout pas faire, quoi, avec des politiques inconnus. Et j'ai été voir donc cette web série, l'audience, à chaque fois c'est 150 vues, 300 vues sur chaque série, sur chaque épisode, quoi. C'est du pur marketing, surtout il n'y a rien en dehors du titre, comme tu disais, du fait qu'on appelle ça une web série, qui fait que c'est une web série. Alors, qui parmi les candidats à l'élection présidentielle fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Bonjour Edouard. Bonjour Caroline. Édouard Filias, vous êtes directeur associé au sein de l'agence Images et Stratégie et vous réalisez pour la politique CNET un baromètre e-réputation qui mesure la notoriété digitale des candidats à la présidentielle. Alors tout d'abord, comment fonctionne ce baromètre? Eh bien, on analyse en temps réel sur Twitter, Google, Dailymotion, YouTube le nombre d'occurrences liées à chaque candidat, ce qui nous permet de construire un index de leur visibilité. Chacun peut aller le voir sur baromètre.image-stratégie.com. Alors, focus aujourd'hui sur les ultra-challengers. Qui sont ces petits candidats sur Internet? Oui, alors il y a deux groupes de petits candidats. Il y a d'abord un groupe de tête dont on parlera peu aujourd'hui. Joly, ex-Boutin, ex-Villepin, Mélenchon qui n'est plus vraiment un petit candidat, même si en visibilité sur Internet il émerge, mais il reste encore autour de 4-5%. Et puis il y a ce second groupe, les ultra-challengers, qui sont vraiment les petits candidats, qui sont entre 0,2, 0,3 et 1,3%. C'est Poutou, Nious, Artaud, Cheminade et Dupont-Aignan. Le bon élève Dupont-Aignan, clairement, c'est le premier de la classe parmi les ultra-challengers. Et la lanterne rouge, pour l'heure, c'est encore Cheminade. Et alors, qui parle d'eux sur le web? Alors, il y a d'abord leur communauté naturelle, c'est-à-dire leurs fans, leurs supporters, leurs suivants, leurs sympathisants. Deuxième groupe, le grand public qui s'intéresse à notamment la question des 500 signatures, qu'on a dépassé maintenant. Et puis enfin, il y a ceux qui réussissent leur coup de com'. Cheminade, par exemple, fait parler de lui de façon inattendue et entraîne un buzz. Et je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens cherchent son nom. Il y a eu un vrai pic sur Google pour savoir qui il est et d'où il vient. Et alors, est-ce que ces petits candidats font une bonne nette campagne, au-delà du buzz Cheminade? Assez paradoxalement, non. On aurait pu croire qu'Internet était un média de prédilection pour les ultra-challengers, parce que c'est le média finalement du pauvre contre le riche. En tout cas, c'est la légende du net. Alors c'est vrai pour Dupont-Aignan, ça n'est pas vrai pour les autres qui ont quasiment des sites à fiches de campagne. C'est le copier-coller de leur tract. En revanche, le point fort de ces petits candidats, c'est vraiment la TNT, les radios et toute cette opportunité qu'ils ont de s'exprimer dans les médias mainstream et qui fait écho sur le web. 2020, il vous inspire, Jacques Cheminade? Ça pourrait être un objet de chronique. Non, mais pour moi, l'Internet, c'est l'endroit où on s'amuse. C'est le lieu du fun. Après, on a beau théoriser, c'est toujours là qu'on s'amuse. Donc, ces petits candidats, ils nous amusent peu. Et à part Cheminade, oui, c'est celui qui me fait le plus rire. J'ai découvert sur Internet, j'ai découvert les critiques qu'on avait fait lui sérieuses sur ses amitiés américaines et tout ça. Mais on le regarde un peu comme l'idiot du village. C'est un petit LOL, c'est un LOL 4. Il est rigolo. Enfin, c'est ça le côté sympa de Cheminade. Les autres, les Poutou, j'ai découvert sa communication politique via les bisounours. Donc, et Poutou est sympathique, c'est vrai, comme je le disais l'autre jour, c'est le gars avec qui on a envie de pêcher. Vincent Anglade, alors il buzz Cheminade. Cheminade, c'est le candidat du LOL, évidemment. Et pour le reste, c'est vrai que pour le reste, nous faire la transition pour la suite de notre débat. Après, ce qui est étonnant, ce que disait la personne au reportage, c'est que les petits candidats ne profitent pas du tout d'Internet. Ils sont quasiment pas présents. Genre Nathalie Arthaud, elle est absolument pas présente. Elle a même pas de compte Twitter, je crois. Oui, son compte Twitter, c'est Lutte ouvrière, donc c'est même pas Nathalie Arthaud. Le site de Poutou, c'est npa2009.org. NPA 2009, donc on est en 2012 quand même. Donc Internet a beau être le média low cost, mais est-ce qu'il faut vraiment de l'argent pour faire de la qualité sur Internet? Il faut déjà avoir des gens qui soient motivés et talentueux autour de soi, ce que n'ont pas les petits candidats, tout simplement. Mélenchon fait une très bonne campagne avec quasiment rien de budget. Enfin, il a 100 000 € de budget pour la web campagne. Il fait des choses assez extrêmes. Mélenchon, c'est comme Royal en 2007. Il a une telle ferveur autour de lui qu'il n'a pas besoin d'avoir une équipe vraiment soudée autour de lui. Ça marche tout seul, en fait. Le buzz Mélenchon qui a pris depuis 2-3 semaines, en gros, ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'entraîner. Il y a aussi une question d'ouverture de la campagne, en fait, et du candidat à des idées extérieures. Et ce qui marche bien sur Internet, c'est comme quand on est perméable aux idées extérieures et qu'on les accueille. Et Mélenchon a su accueillir une web série. Il a aussi un collectif de photographes
il prend des risques en fait avec Ce sa qui n'est pas le cas communication. des deux favoris, hein, Ce qui n'est d'ailleurs. pas le cas, on a un verrouillage partout et c'est pour ça que finalement la campagne de Mélenchon marche mieux sur Internet, c'est parce qu'il est plus ouvert paradoxalement pour moi que les autres candidats qui verrouillent tout et qui concentrent tout. Alors, vous parliez de Jacques Cheminade, candidat du LOL. Eh bien, justement, place maintenant au club des gazouilleurs, des clips parodiques au photomontage en passant par les tweets humoristiques. Le web politique en 2012 nous fait-il rire? En question aujourd'hui, l'humour 2.0 à l'heure de la présidentielle. Bataille de clips parodiques UMP PS vidéo humoristique du côté d'Eva Joly. Pour cette campagne présidentielle 2012, les staffs numériques des candidats jouent souvent la carte de l'humour, du décalé, de la culture LOL, héritée du web. Et puis, il y a aussi les petits trublions du net, souvent anonymes, qui brocardent les politiques. François Goulin. Si vous tapez d'une main innocente LOL politique sur Google, vous allez tomber sur ça. De Villepin-Dominique, le caustique, avec un humour estampillé 100% propagande. Les acteurs politiques se sont emparés du LOL, comprenez Laughing Out Loud, mort de rire en français, qui est passé de la blague de potache à un enjeu stratégique à part entière. À défaut de culte de la personnalité, l'UMP et le PS préfèrent se moquer de l'adversaire et à ce jeu-là, les socialistes ont une longueur d'avance. Chaque semaine, mot à mot, feuilleton très graphique, dissèque les petites phrases du candidat Sarkozy. L'absence de programme côté UMP inspire les jeunes socialistes dans cette autre vidéo. Mais où est le programme de Nicolas Sarkozy? Ah, mais il est où? La réplique de l'UMP est dans la même veine avec Qui qu'a dit quoi, une web-série qui épingle les incohérences du programme de François Hollande. Bonjour et bienvenue dans ce 9e Qui qu'a dit quoi. Sujet du jour, les déboires judiciaires des élus socialistes. Et rien de tel pour une bonne poilade que de détourner les noms de domaines pour se payer la tête du concurrent. Le changement c'est maintenant, slogan de François Hollande, renvoie vers un torpillage en règle de son programme, tandis que le site iriposte.fr, censé héberger l'armada flingueuse de l'UMP, est un compte Facebook pastiche de Nicolas Sarkozy. Mais ce sont bien les initiatives des grands partis qui sont des cibles de choix pour les petits taquins du web, et la parodie est leur arme favorite. C'est le cas du désormais culte LibDub de l'UMP, décliné à l'infini sur YouTube. Dernièrement, ce sont les affiches de campagne du candidat Sarkozy qui ont été la cible de ces LOL citoyens. Mais la satire sert parfois à un vrai discours, à l'image d'humour de droite qui utilise le sarcasme pour faire passer son message. Même dérision avec Sarkolol et ses dossiers décapants sur le quinquennat qui vient de s'achever. Le Parti socialiste a compris l'astuce et pour parler du vote par procuration, sujet loin d'être sexy, a conçu cette vidéo, un melting pot des images les plus insipides du web. Résultat, des dizaines de milliers de vues en quelques jours. Le message est passé. Vincent Glade s'est un peu expliqué dans le sujet, mais c'est vous l'expert du LOL. Question de définition, c'est quoi? Qu'est-ce que le LOL? Le LOL, disons que c'est l'humour sur Internet. Et c'est un humour qui est potache, mais qui à la fois porte souvent un sens. Et donc c'est pour ça qu'on en parle pendant la campagne présidentielle. Puisque le principe de LOL, on va dire, c'est de faire du clic avec un truc marrant et d'essayer derrière de faire passer un petit message. Donc c'est pour ça que les partis l'utilisent. Par exemple, sur la vidéo sur la procuration pour le PS, ils ont mis des vidéos de chat, des vidéos un peu marrantes, machin, pour que les gens aillent se marrer. Mais en même temps, le message à la fin est très sérieux, c'est-à-dire faites procuration, machin. Donc c'est une arme qui peut être assez efficace, effectivement. 2020, justement, sur la vidéo du PS qui récupère pour inciter les gens à aller voter, et notamment à faire leur procuration, qui récupère la culture du LOL. Vous en pensez quoi, vous? C'est très rigolo, mais pour ma part, pourtant je travaille dans l'humour, je crois que c'est pas adapté au sujet. Tout le monde se fait des petites batailles de LOL. Finalement, c'est 40 000 personnes et puis on sait pas très bien qui c'est. C'est rigolo, c'est très amateur. Et moi, je regrette les États-Unis où j'étais pendant la période Obama, où il y avait une comédienne très célèbre qui s'appelle Sarah Silverman là-bas, qui avait fait une vraie vidéo très drôle pour engager les gens à voter en Floride. Et là, c'était du lourd, c'était une vraie pro. Et puis, il y avait will.i.am qui avait fait un clip, c'était un lourd, c'était un pro. En France, là, on en est... un peu amateur. Ah bah là, on est dans la grosse poilade, la bonne rigolade de comptoir. Moi, j'adore, hein, je suis friand, mais je crois que ça ne changera rien. C'est juste une bonne rigolade.
Voilà. Philippe Moreau-Chevrolet, alors est-ce que c'est une récupération du LOL? Quel est l'objectif des états-majors politiques aussi de LOL, jouer sur l'humour, le LOL? C'est un outil de negative campaigning, c'est une manière C'est-à-dire, vous c'est pouvez nous parler, une campagne français, négative Philippe c'est une campagne négative sur l'adversaire, c'est l'outil privilégié pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va pas l'attaquer sur le fond vraiment, on va pas non plus l'attaquer complètement sur la forme, donc on prend une forme un peu hybride et qu'on suppose populaire, qui est le LOL, qui est le ridicule en fait. On va essayer de ridiculiser l'adversaire ou de faire rire à ses dépens. Ce qui est assez facile pour un politique, parce que les politiques c'est un peu comme les chats, c'est un peu comme les lolcats, comme ils se prennent très au sérieux naturellement, ils se prêtent naturellement beaucoup au ridicule. Donc chaque camp essaie de le faire vis-à-vis de l'autre, et c'est une manière de faire passer son message. Je pense aussi que ça n'a pas beaucoup d'impact sur les électeurs. Et ça, beaucoup c'est de le temps net perdu qui et a beaucoup d'amateurisme. permis ça, parce qu'on ne voyait pas à la télé des clips parodiques pour brocarder son adversaire. Au-delà de ces clips qui finalement n'ont pas si bien marché, hein, à part ceux d'Eva Joly sur l'abstention, mais bon, ça fait 600 000 vues juste pour le chat et pas du tout pour l'abstention. Donc je ne suis pas sûr que le message soit très efficace. Par contre, il faut signaler quand même le site La Vraie Timeline qu'on a vu un peu, qui est la parodie de la timeline de Nicolas Sarkozy, qui est, je crois, soutenu en sous-main par le PS. Hein, c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont un peu soutenu. Et en gros, c'est quand même un contenu très très fort parce que c'est à la fois donc on prend la forme d'internet, ce qui est le côté effectivement LOL, donc une timeline Facebook. En même temps, c'est du fond quoi. C'est une série d'articles sur des moments forts du quinquennat de Sarkozy. Et c'est un contenu qui a été vu, je crois, 400 ou 500 000 fois. Donc là, on est sur une arme qui peut éventuellement être efficace, un peu plus effectivement que les vidéos quand même. Mais en fait, on est dans une tendance de fond qui est la tendance de l'infotainment, c'est-à-dire que les gens ont tendance. Décidément, Philippe. Ah, bon, je suis désolé, c'est de l'information par le divertissement, je ne sais pas comment dire ça autrement. Campagne negationing of the entertainment. C'est une manière d'informer. On s'informe, on divertit, on informe en divertissant et on s'informe en se divertissant. Et ça devient majeur. Enfin, pour moi, c'est l'un des traits majeurs de cette campagne, avec notamment le petit journal qui a une place centrale dans la campagne, à cause de ça, parce qu'en fait, on fait passer des messages aujourd'hui. Il faut que les hommes politiques deviennent des entertainers, des gens qui font de l'humour, un peu voilà, comme 20-20. Il faut qu'ils deviennent un peu plus 20-20, un peu moins politiques, ce qui est très compliqué pour eux. Je crois pas qu'il faille qu'ils soient plus drôles. Moi, ça me fait penser une campagne présidentielle comme quand on était jeune dans des soirées. Il y a toujours un gars très drôle qui fait rêver tout le monde en disant « Ah, celui-là, il va ramasser ». Puis finalement, c'était le tombeur, celui qui disait rien, qui était très mystérieux dans un coin, qui à la fin part avec la plus belle. Tu recommandes cette stratégie à Sarkozy? Non, je dirais... Le tombeur qui dit rien. Non, mais Hollande fait super bien la stratégie du tombeur, paradoxalement, c'est qu'il dit rien, il reste très mystérieux dans son coin. Mais si Hollande l'emporte, je croirais à cette stratégie du tombeur. Je veux que ce soit enregistré. C'est 20-20 qui l'a dit. Hollande qui est quelqu'un très très drôle, qui fait beaucoup de vannes, c'est réfréné sur les vannes. Maintenant, c'est Sarkozy qui fait des vannes en meeting, et Hollande arrête d'en faire parce qu'il s'est dit il faut représidentialiser Hollande, parce qu'il a besoin de donner un peu de contenu à son message, à sa personne aussi. Et sur le net, est-ce qu'il n'y a pas, je reviens quand même à mon sujet, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'institutionnalisation de l'humour Internet ? Complètement. Quand on a une vidéo PS qui reprend des lolcats, évidemment que c'est institutionnalisé. En même temps, c'est fait par des jeunes qui sont des gens qui viennent de cette culture-là. Donc, il y a une institutionnalisation du web en général et d'Internet dans la campagne. On reproduit et on est en train de transformer, les partis sont en train de se transformer en machine électorale. Et Internet devient juste une partie de la façon dont on diffuse le message, mais il n'y a plus d'inventivité, c'est plus vraiment très relax. Et il y a beaucoup d'amateurisme en revanche, parce qu'on a peu de moyens, parce que la politique en France, c'est assez paupérisé quand même. 20-20, alors il y a le LOL, mais il y a aussi la parodie, qui est un genre quand même très très ancien. En quoi Internet renouvelle le genre ? La seule spécificité que je vois, c'est l'extrême liberté, et il n'y a aucune censure, donc on y va. Et pourtant, moi, j'ai pas vu grand-chose de grande qualité, même si la parodie est éternelle. Ceux qui la font le mieux, c'est encore la télévision, c'est le Grand Journal, c'est le Petit Journal, c'est les Guignols. Il y a d'autres chaînes, mais comme il y a Vincent Gage. Vous avez l'air désabusé ou un peu déprimé? Non, c'est pas ça. Attends, excuse-moi. C'est qu'il faut quand même, pour faire de la qualité en production, il faut de l'argent. Voilà. Ou des très bonnes idées. Chez Mélenchon, il y a du storytelling, ça coûte pas très cher, mais il y a un scénario, ça a été pensé. Il y a des vrais scénaristes. Une parodie, elle part pas de nulle part. Et il y a en général une ou deux personnes qui savent le faire. Il y avait Mosiner à l'époque, je crois qu'il fait toujours, mais en France, il n'y a pas grand-chose. Après, ça reste vraiment fait avec les pieds et un caméscope. Alors, ce qui change avec Internet, c'est que ça a quand même démocratisé l'art de la parodie, je suis désolé. Par exemple, sur l'affiche de la France forte de Nicolas Sarkozy, qui est la grande parodie de cette campagne, donc il sort l'affiche, immédiatement, on n'a plus vu du tout l'affiche. Sur les Facebook, on voyait les parodies de l'affiche. Et puis c'est immédiat. La saucisse de Francfort, c'est immédiat. C'est populaire, puisque c'est des gens qui le font, c'est pas des médias. Et voilà, et je pense que sur le plan d'iconographie, on se souvient plus de l'affiche avec la saucisse que de l'affiche originale. Donc, c'est viral aussi. Quand on tape Francfort sur Google, on a effectivement toutes les parodies qui arrivent en premier. Il est très difficile de voir Internet a complètement brouillé le message de l'affiche, ça c'est sûr. Et on est dans une campagne Google, une Google campagne. On fait du quantitatif, en fait, aussi bien au niveau de la mais là, c'est pas le PS qui l'a fait.
fait, là, c'est vraiment une réaction populaire. C'est-à-dire que cette affiche a été faite pour être parodiée. Il y a tellement d'espace pour ajouter la saucisse que les gens se sont lâchés. Oui, mais à la fin, ça reste une espèce de gros dégueulis d'affiches, puisqu'au bout d'une journée, il y avait 800 parodies, et du coup, c'est plus très drôle. C'est vraiment une espèce de flux de Je rejoins Vincent, il y a plus de quantitatif que de qualitatif dans cette campagne sur le web, que ce soit pour l'humour ou pour les messages. Il y a plus de quantitatif. On est plus dans le gros rouge qui tâche. Mais quand même, on n'est pas dans le grand cru. Hors état-major. Donc il y a les états-majors qui récupèrent l'humour web. Est-ce qu'il y a des initiatives je veux dire, de citoyens, de militants qu'on grâce à vos yeux, parce que je pense donc il y a Humour de droite, il y a les photos, le montage de Lobo, de SB le Sniper, qui sont pas propres à 2012, qui existent depuis de nombreuses années. Alors est-ce que il y a comme ça des initiatives qui vous séduisent? Non, on se marre pas sur le net. Non, il y en a. Mais alors le problème, c'est que beaucoup de gens qui étaient les forces vives du LOL, les artisans du LOL, sont devenus très très sérieux là pendant cette campagne. Donc ils ont fait des trucs comme sarcolol.fr, qui est le site qu'on a vu, qui n'est même plus LOL, c'est juste ils reprennent un peu l'esthétique de l'humour internet, mais c'est très très sérieux. Donc en fait les gens qui avaient les compétences graphiques et techniques pour faire des choses marrantes se sont plutôt déportés vers des trucs très sérieux, souvent un peu aidés en sous-main par le PS, parce que c'est souvent des gens qui sont plutôt à gauche. Et du coup, la créativité populaire, on l'a pas trop vue finalement. La créativité très spontanée, c'est vrai qu'on l'a peu vue pour l'instant dans cette campagne. Parce qu'en 2007, il y avait quand même pléthore de sites, et notamment parodiques. Je pense à présidentielle.net. Enfin, je sais pas si vous... Ouais, mais la campagne à l'époque était intéressante, et du coup, quand la campagne est moins intéressante, la campagne c'est corrélé. C'est-à-dire que la campagne internet, elle est intéressante. Pour être poli que... Ouais, je sais plus quel responsable politique a dit qu'elle était chiante hier. Je crois que c'est Besancenot. Elle est chiante. Qui a dit qu'elle était chiante, et on a Cohn-Bendit qui a dit qu'il s'emmerdait. Mais Cohn-Bendit a refusé de venir dans la campagne aussi bien que Besancenot. Donc ils sont gentils, ils regardent ça depuis leur canapé. On aurait bien aimé éventuellement qu'ils soient ailleurs que sur leur canapé. Il a pris un mois de congé pour faire la campagne quand même. Ouais, mais il est pas candidat, tu vois. On n'a pas candidat. Besancenot, c'était très bien. C'était un objet idéal de dérision, par exemple. On pouvait en faire pas mal de choses. Il y avait un clip qui le montrait au volant d'une Audi en train de partir à 5h du matin dans les rues de Paris en fonçant. C'était un mélange entre un film de Luc Besson et Besancenot. C'était très drôle, c'était très bien. Peut-être qu'on peut en voir un extrait. Je sais pas, je demande à la régie. Alors là, je suis en train de chercher mon Audi. J'étais bourré hier soir. Voilà. Faites pas gaffe au mec par terre, c'est un mec de chez Taser. Petit demi-tour. Non, c'est pas dangereux, les gens me connaissent, ils savent que je sors de là tous les matins à la même heure, alors ils font gaffe. Là par contre, ouais, il y a personne, on va se faire une petite pointe. Alors des fois quand ça bouchonne, ce que je fais, c'est que je passe par le trottoir. Ah mais nous les facteurs, on a le droit de rouler sur le trottoir, à cause des boîtes à lettres. Des accidents? Non, jamais. À part, si un Yorkshire et puis la princesse dans le tunnel. Revolution. Alors on avait des vrais personnages, on avait un vrai récit, on avait un vrai storytelling, on avait des vrais candidats avec une vraie campagne, et ça ressemblait plus à ça, c'était drôle. Aujourd'hui, c'est difficile. Voilà. Non, mais surtout, il y a du talent, là, c'est Mosinor, c'est un type qui fait ça depuis 10 ans, qui pèse du temps, qui fait ça par amour de l'art. Moi, je regrette toujours la qualité générale. Et alors, en 2008-2009, au moment de la loi Hadopi, je me souviens, les blogueurs, les internautes, c'était un peu déchaîné. Et vous aussi, 2020, vous postiez sur le net des vidéos. C'était une petite chronique qui s'appelait Off Air. On s'était rencontrés à cette époque-là. Et vous n'étiez pas véritablement tendre avec Christine Albanel, la ministre de la Culture, qui à l'époque portait la loi Hadopi. Alors, j'ai fouillé dans mes archives et dans les archives de 2020. Regardez. All aboard! Tu vois, si tu me demandais de visualiser Albanel avant cette histoire, c'est comme ça que je la représentais. Attends. Une élégance tout à fait classique, doublée d'un style à la Jean-Louis David, absolument remarquable. Maintenant, après ce vote, j'ai une image complètement différente, tu vas voir. Je ris, mais c'est un petit peu ce qui va nous arriver dans 3 semaines quand ils vont faire repasser le texte. Hein? Allez, profitons-en. La séance est levée. Regardez-les toute seule en bas avec sa petite chemise rouge. Personne lui parle. Ah, la main dans la poche. Vous referiez ça alors aujourd'hui à 2020 J'aimerais bien, ouais. Non, je pensais que c'était caché, que plus personne connaissait cette vidéo. Mais non, mais j'aime bien. Mais oui, mais c'est du travail, ça. Ça aussi, c'est pareil. Puis j'étais motivé, et puis c'était un vrai problème à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais oui, j'aimerais bien refaire ça. Mais Et ça, c'est le vestige d'un temps où il y avait besoin d'Internet pour faire passer un message, parce que tous les médias, les grands médias ne comprenaient pas trop le problème de la loi Hadopi, et c'est venu d'Internet, c'est venu des sites comme Numérama, OPC Impact, et des gens comme toi, ou d'autres internautes qui faisaient des parodies, qu'on a réussi à comprendre que la loi était pas terrible. Et même Sarkozy, à force, a fini par dire qu'elle était pas terrible. Donc il y a eu un vrai impact d'Internet, mais là, sur la campagne, Internet a peu d'impact, et donc le LOL
et du coup Oui, n'est mais pas est-ce très que aussi très cette poussé. culture web, ou je sais pas, je veux pas paraître vieillard Kagoshim, mais c'est pas un peu embourgeoisé, quoi. Il y a le côté un peu underground et un peu passé. Ils ont grandi, ils ont monté leur boîte, ils ont, je sais pas. Oh là, Non. qu'est-ce que c'est que ça? J'ai grandi, j'ai monté ma boîte. Non, c'est pas ça, c'est que même à l'époque, 2008, ça fait pas si longtemps, on était très peu à faire des vidéos. Et quand on faisait un truc comme ça, bah, ça passait. Les radios le reprenaient aujourd'hui. Il y a 1 milliard d'heures de contenu par seconde. Donc pour marquer les esprits, il faut taper très fort, il faut avoir un plan média derrière. Et puis il faut un peu vivre. C'est pas s'embourgeoiser, c'est juste que faire des vidéos comme ça pour le plaisir, ça prend du temps. Il y a peu de monde qui le fait encore aujourd'hui. Et tout le monde essaie de monétiser directement. Donc les vidéos peuvent venir directement des parties. Et donc là, ça devient moins drôle. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, soit on est produit payé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, notamment à la précédente présidentielle, il y avait quand même toutes sortes de gens qui faisaient ça sur leur, je veux dire, pour l'amour de l'art, quoi. Mais comme disait Vincent, c'était intéressant à l'époque. C'est vrai que la campagne était intéressante. Donc, on faisait de l'humour sur quelque chose de sérieux. Et là, faire de l'humour sur quelque chose de pas drôle, sur quelque chose de. Il y a toujours mois par mois, à rire des politiques, non? Non, là, vraiment. Moi, pour ma part, rien ne me fait vraiment bien rire. Ça manque d'aspérité comme campagne. Et pour qu'il y ait du rire, il faut quand même qu'il y ait de l'aspérité, il faut s'accrocher à quelque chose. Là, on a une campagne complètement lisse, avec des personnages complètement lisses, et qui ne se prêtent pas vraiment à ça. Donc Hollande ne se prête pas vraiment à ça. Sarkozy, dans la configuration actuelle, se prête. On l'a déjà beaucoup fait, déjà. Il a quand même ça été devient moins drôle. brocardé. Il a été beaucoup. Président de la République. Mais on l'a déjà beaucoup fait, c'est un peu une redite, donc il n'y a plus vraiment de. Enfin voilà, il n'y a pas d'effet de nouveauté. Ouais. Donc, pour rire d'un homme politique, il faut quand même que l'homme politique puisse se prêter à ça. L'humour, il se passe où à la télé, si je vous comprends bien? Je ne sais même pas s'il y a beaucoup d'humour à la télé sur le sujet. Non, mais de fait, le fait que Vincent passe à la télé, que tu sois à la télé maintenant, c'est quand même un symbole aussi d'un passage de témoin entre un humour web et l'humour télévisuel. Donc on a, disons que on a un passage qui s'est fait. En tout cas, vous parliez d'une génération LOL qui aurait pu se respectabiliser. Oui. Disons que c'est peut-être un peu vrai, parce que c'est vrai que tout cet humour web qu'on voit maintenant dans les vidéos des partis, il a débuté il y a 2-3 ans sur Internet. Enfin, cette esthétique avec les lolcats et tout ça, et la plupart des gens qui font ça maintenant, ou soit comme moi sur la télé, ou dans les parties et tout ça, donc finalement moi je peux moins faire de lol, disons, sur mon compte Twitter, sinon après Denisot il doit répondre de ça, donc c'est pas pareil. Donc il y a une forme d'institutionnalisation. Et peut-être que là les générations se sont pas assez renouvelées pour l'instant, et en tout cas ceux qui s'intéressent à la politique. On lance un appel alors, parce qu'on a quand même envie de rigoler. Non, mais ceux qui sont les futurs Vincent Glade. Mais ceux qui s'intéressent à la politique, ce qui est vrai, c'est que beaucoup maintenant bossent un peu en ce moment pour le PS par exemple, et que du coup ils sont très sérieux, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Vous pouvez lancer, Vinvin, un petit appel à la créativité sur Internet pour qu'on se marre un peu enfin dans cette campagne. Je suis désolé, mais ce n'est pas le moment de s'amuser, Caroline. C'est une campagne présidentielle. Notre avenir est en jeu. Il y a la crise. On va tous mourir. Donc il n'y a pas envie de rire. Voilà. Puis si les gens ne veulent pas faire rire, c'est leur problème. Voilà. Je n'appelle à rien du tout. Voilà. On va donc pleurer. Merci à mes gazouilleurs du jour d'avoir été parmi nous. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs Le Plus. Bonjour Aude, alors qu'est-ce qui fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors sur Le Plus cette semaine, ce qui a fait débat, c'est la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. Une montée en puissance qui génère des réactions très clivantes à l'image du personnage qu'incarne le Front de gauche. Donc en gros, on aime ou on déteste. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul sur l'ensemble des commentaires qui sont diffusés sur Internet et d'observer les stratégies des différents camps. En gros, du côté du PS et de l'UMP, on observe que les sympathisants passent beaucoup de temps à taper sur l'adversaire comme si l'objectif était de le faire reculer et gagner du terrain un peu par défaut. Tandis que du côté du Front de gauche, on sent bien que les commentaires sont très positifs, les sympathisants défendent leur candidat et au final, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat qui génère une réelle adhésion. Alors comment l'expliquer? C'est un peu le Mélenchon Dream. Voilà, il y a une espèce de mouvement en sa faveur. Ça s'explique de plusieurs raisons. D'abord, Jean-Luc Mélenchon semble être le seul candidat qui fait vraiment rêver. En temps de crise, on a vraiment l'impression que ses électeurs ont besoin d'être transportés par un idéal, quitte à ce que ce soit irréaliste, voire même irréalisable, tandis que Sarkozy et Hollande, eux, ont l'air un peu trop raisonnables. Et alors dans ce contexte, comment se situe Jean-Luc Mélenchon par rapport au PS? C'est pas si évident parce que finalement, le Front de gauche et le PS sont tous les deux à gauche.
gauche, donc, ils n'en sont pas pour autant alliés. Et dans les commentaires, on voit de nombreux mélenchonistes qui mettent en garde, si leur champion ne passe pas au second tour, ils ne voteront pas pour Hollande. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent maintenant. On verra le 6 mai. Mais ça témoigne, mine de rien, d'un rapport très affectif avec Jean-Luc Mélenchon. Ses sympathisants votent plus pour un homme que pour un parti. Et finalement, c'est à se demander si le Front de gauche pourra survivre à Jean-Luc Mélenchon et si Jean-Luc Mélenchon pourrait survivre à une éventuelle victoire de François Hollande. Parce qu'en gros, s'il accepte un ministère, il devrait rentrer dans le rang et du coup perdre de son panache. Et s'il s'isolait, il risquerait du coup de descendre de la scène. Donc finalement, est-ce que le vrai enjeu pour le Front de gauche, c'est peut-être l'élection législative, de montrer que ce n'est pas le parti d'un seul homme? On verra déjà l'élection présidentielle. Merci Aude et à dans 15 jours. Merci, c'est le club de fin de cette émission. Mais restons connectés, vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, Emmanuel et à Laurane Elkabach. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Politique CNet. En attendant, on se retrouve sur les réseaux.